Imaginez-vous vivre en pleine nature, manger des planches sauvages, retrouver des gestes ancestraux, vous baigner ou vous laver dans les lacs, les rivières et dormir à la belle étoile, faire de votre feu de camp un véritable foyer. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de passer un temps avec Kim Pache. Bonjour Kim. Bonjour. Avec toi, on va parler de comment entretenir, voire même réveiller notre énergie vitale grâce à la nature. C'est ça. Et Kim vit environ 6 mois de l'année au Yukon, au Canada, en pleine nature. Je pourrais dire que tu es un homme qui vit libre dans un corps heureux. Kim incarne aussi également l'humilité et le respect. Et dans le stage que nous avons suivi, Céline et moi, avec toi, de vie sauvage et vagabonde, j'ai aussi pu vraiment apprécier ta précision dans tes gestes et tes connaissances essentielles à la vie en pleine nature. Et j'ai pu aussi voir en toi, pendant ce stage, un homme hyper vivant et ouvert. Beaucoup de compliments, merci. Ouais, mais c'est sincère, vraiment, c'était un très très bon moment avec toi et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, alors on va essayer de partager des enseignements peut-être que nous avons eu le plaisir d'avoir de façon assez intensive pendant ce stage, Céline et moi. Mais avant que je te pose quelques questions, je vais te laisser simplement te présenter à tous les gens qui nous regardent. Peut-être pour moi, le clic dans ma vie, c'était de me rendre compte que finalement, dans mon quotidien, même si je vivais en campagne, en Suisse, quand j'étais enfant, il y avait bien peu de relations avec la nature sauvage, ou ce qu'on aurait interprété comme sauvage. Et le mot même sauvage, finalement, était surtout représentait surtout ce qui n'était pas domestiqué, ce dont on se serait volontiers défait, quoi. Typiquement, les plantes sauvages, qu'on appelle plutôt des mauvaises herbes, et ça c'était le quotidien des paysans de ma région. Quand on parlait des animaux sauvages, alors ceux qu'on pouvait chasser, c'est très bien, mais ceux qui auraient éventuellement chassé les animaux que nous avons, alors là c'est tout de suite l'abomination. Enfin, je me rendais très bien compte qu'il y avait une espèce de fracture, on va dire, entre le monde nourricier premier, celui duquel on était clairement... qui sont nos origines en fait, et puis le monde domestique sur lequel on cherchait un contrôle. Et donc déjà enfant, je cherchais à avoir quelqu'un qui puisse m'ouvrir la porte vers cette nature sauvage. Et ne la trouvant pas, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je me mette en chemin pour aller rencontrer, alors à l'époque je ne connaissais même pas ce nom-là, ce qu'aujourd'hui j'appellerais des peuples racines. Ou peuples premiers, ces peuples traditionnels qui ont encore dans leur histoire une continuité directe, en gros qui ne sont pas sortis de la forêt, quoi, on pourrait le dire autrement. Ça m'a amené à aller dans plusieurs endroits, mais principalement au Canada, quand j'avais 20 ans, et de ce qui était une recherche personnelle, ça a découlé tout d'un coup sur une recherche finalement beaucoup plus large, c'est-à-dire je me sens aujourd'hui vraiment, je sens que je déroule un fil qui n'est pas que le mien, qui est celui d'une culture orpheline, d'un rapport sauvage. Ouais. Et voilà, vu que j'ai la chance de faire l'aller-retour entre cette vie nomade dans les bois, parce qu'entre-temps j'ai eu la chance avec d'autres personnes de pouvoir acquérir une concession, donc une zone auquel on a accès au Yukon exclusif, donc il n'y a pas de développement urbain. Il n'y a pas de développement tout court, on est les seuls à avoir accès à cette zone-là. Et là, je peux vraiment expérimenter, en rencontrant des peuples premiers avec lesquels je travaille aussi, comprendre finalement quel est ce lien à la nature sauvage. Puis quand je reviens en Europe, ça me permet, au travers de stages, notamment comme celui que vous avez suivi, de tenter de, on va dire, présenter ce que j'ai pu comprendre, offrir des clés. En fait, en gros... cette porte que j'aurais voulu qu'on m'ouvre, j'essaye de l'ouvrir peut-être pour des gens ici qui ont ces mêmes aspirations et qui ne trouvent pas forcément la clé. Oui, tu avais parlé de proposer des sortes de raccourcis en fait. Ouais, c'est ça, c'est que moi il y a des trucs tout bêtes qui m'ont mis effectivement 10 ans en plus à comprendre, qui quand ils sont bien amenés en contexte, ou même hors contexte, on peut même lancer le pari de réussir à donner ces clés en pleine ville. C'est pas... Je pense qu'il n'y a pas une frontière aussi rigide que l'on peut croire.
effectivement, ces clés peuvent faire gagner un temps fou dans la relation à cette nature primordiale, on pourrait dire, qui finalement n'habite pas que les forêts sauvages. Bien Ça, sûr. c'est aussi une découverte pour moi, c'est que au-delà de l'apparence, elle habite finalement la vie en général. C'est quelque chose. Tu parlais de vitalité, mais c'est tout simplement, je pense, on pourrait le traduire autrement en disant que c'est l'élan vital qui s'exprime dans tout ce qui est fécond. Mm. Je le précise parce que je pense qu'on fait beaucoup de choses par ailleurs qui ne sont pas très fécondes dans notre vie moderne. Mais en tout cas, tout ce qui est fécond est forcément porteur de cet élan sauvage. Moi, j'aime bien ce mot sauvage parce qu'il échappe à un contrôle que trop souvent notre société veut avoir. Ouais. On parle beaucoup du lien avec la nature, mais qu'est-ce que la nature peut nous apporter concrètement ? Très concrètement, il faudrait peut-être revenir sur ce mot nature un tout petit instant déjà, parce que vite fait, la nature, on s'en fait des représentations. Si par nature on entend ce qui est laissé justement hors contrôle humain, genre des parcs naturels, on met souvent le mot naturel, ou alors ce qui est hors chimie, par exemple, je pense aux produits naturels, de beauté. Enfin voilà un mot que nous collons volontiers à des choses. On va dire, à des choses qui ne seraient pas trop manipulées par l'humain. Ça sous-entendrait, in fine, que l'humain n'est pas naturel. Entre guillemets, si on pousse le raisonnement un peu plus loin. Pour toute une partie de la population, d'ailleurs, un parc naturel ou des réserves naturelles, d'ailleurs, c'est pas que pour une partie de la population. En France, les réserves naturelles sont interdites à l'homme. Pour certaines. Bah oui, on ne peut pas y loger, on ne peut pas y donc, vivre. Donc ça montre que ça voudrait dire qu'il y a une espèce d'antinomie entre nature et humain. On le fait souvent nature-culture d'ailleurs, on l'oppose comme ça. Alors moi je reviens justement parce que pour moi la nature c'est quelque chose qui englobe tout en fait. Je ne pense pas qu'on puisse en sortir l'humain. Et voilà peut-être déjà le premier pas vers le lien à la nature, c'est que ce lien c'est avant tout un lien à nous-mêmes. C'est Jean Mallory, grand explorateur du XXe siècle qui vit encore aujourd'hui et qui a 96 ans et qui clame toujours haut et fort qu'il faut renaturer ce qui est dénaturé chez nous, chez l'homme moderne. Et je suis partisan de ça. Je pense que tant qu'on n'accepte pas notre nature profonde, cette fameuse nature humaine, mais que souvent qu'on a utilisée peut-être à mauvais escient en voulant lui apposer des notions civilisationnelles. Mais plutôt que ça, moi je vois la nature humaine comme étant notre lien primordial, notre cordon ombilical à la vie, tout simplement. Alors dans cette vision-là, le lien à la nature, c'est avant tout le lien à nos origines, à nos racines, à ce que nous sommes profondément. Oui, voilà. Et la nature humaine, finalement, nous sommes nature. Donc notre nature, c'est être nature. C'est ça. Mais tant qu'on n'a pas fait ce cheminement-là qui paraît un peu cérébral, je pense qu'on pourrait déployer des forces, pas forcément dans les... Je veux dire, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un engouement pour aller pour un tourisme, et j'en suis en partie responsable aussi, remarque. Ce tourisme de vouloir aller forcément dans les coins les plus sauvages de la nature. Moi j'ai dû y aller pour me rendre compte qu'en fait un rond-point tout aussi sauvage, voire une cantine de commissariat de police ou j'en sais rien, mais je veux dire finalement la nature est partout. Pour moi c'est une révélation et je pense qu'elle vient avant tout de s'accepter en tant que représentant du vivant. Et puis quand on se fait ces questions de posture, c'est un mot qu'on a déjà utilisé ensemble, je pense que dans une posture juste, on est forcément représentant du vivant et donc de la nature. On est sentinelle d'un état naturel. Voilà. Ouais. Selon toi, quelles seraient les postures à adopter pour respecter ces lois du vivant ? Je dirais que pour moi, ils sont ce que moi en tout cas je nomme principe du vivant, et j'ai l'impression qu'on parle vraiment de la même chose, sont des espèces de lois, comme on a les lois en physique qu'on ne remet pas en question, et par définition on ne peut pas les remettre en question, ça viendrait à aucun scientifique aujourd'hui aurait en tête l'idée de supprimer la loi de la pesanteur, par exemple. Ça n'a aucun sens. De cette même façon, il y a des principes du vivant qui sont fondamentaux. Soit on joue avec et en accord avec, soit on essaye de se mettre en résistance par rapport à eux, et on peut, au détriment de beaucoup d'énergie et de temps, réussir en partie. Je pense que c'est ce que notre civilisation fait, en déployant beaucoup d'énergie, arrive à ne pas respecter certaines lois fondamentales. Donc quand on est en accord avec ces lois du vivant, à l'inverse, je pense que finalement
c'est finalement dépenser très peu d'énergie. Et le souci, il est plus dans quelque chose de l'ordre de l'équilibre. J'ai pas lu Goethe, mais j'ai réussi à attraper de lui une phrase que je trouve très belle, qui est « n'est juste que ce qui est fécond ». Ouais. Ah oui, donc ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le vivant n'apparaît que dans ce qui est fécond. Est-ce que tu peux développer ça? Ouais, alors tout à fait. C'est ce que, un peu plus froidement, on nomme la sélection naturelle. Alors je dis plus froidement parce que quand on attrape Darwin au passage, ça nous semble quelque chose de terriblement dur, cette loi du plus fort. Mais c'est un raccourci qui n'est pas nécessaire. On sait que Darwin, ce dont il parlait peut tout aussi bien fonctionner dans une vision de l'écosystème en coopération. Ouais. C'est-à-dire que ne persiste effectivement que ce qui est le plus fonctionnel, mais ça n'est pas sélectionné par de plus forts qui viendraient détruire les moins forts, mais plutôt simplement va perdurer, va être porté par l'écosystème dans son ensemble, des formes et des coopérations fonctionnelles. Réussit à chasser avec un arc que celui qui est capable d'empathie suffisante pour comprendre où va se trouver l'animal qui chasse et comment le trouver. Et là, ce serait une des postures qui respecte les lois du vivant. Alors je pense, ouais. Pour peu qu'on utilise des outils qui nous mettent à égalité, si on veut. C'est-à-dire que avec un arc, on ne peut pas éradiquer une espèce, je pense. Beaucoup de ces choses-là se résument dans une notion d'équilibre. Et puis ça va aussi avec son équilibre personnel. Dans quel état on se trouve? Qu'est-ce qui est équilibré pour moi dans mon quotidien? Qu'est-ce qui est équilibré pour mon esprit? Si je suis trop dans le rationnel, je sens que je m'y perds. Si je suis trop dans l'émotionnel ou dans le relationnel, je peux m'y perdre aussi. Finalement, tout le monde, je pense, est conscient de cette notion d'équilibre. Ou un autre mot, ça pourrait être respiration, quoi. Réussir à avoir des cycles qui nous mettent en équilibre. Est-ce que on peut revenir 2 minutes sur les lois du vivant et que tu donnes des exemples concrets de quand nous, notre civilisation, enfreint des lois du vivant ou respecte des lois du vivant? Je vais dire que toute mon expérience dans les bois m'a servi de baromètre un peu par rapport à l'opposé qui est notre monde moderne. Très concrètement, quand on se rapproche d'une vie simple dans la nature, et c'est ce qui valide un petit peu, je pense, ma démarche qui m'a quand même amené dans des coins parmi les plus sauvages au monde, c'est que quand moi je me remets en posture d'homme préhistorique entre guillemets, c'est-à-dire que ça c'est un choix délibéré de ma part, d'une part parce que j'ai fait des études d'archéologie, ce qui forcément, alors ça biaise pas mon regard, mais ça forcément ça lui apporte un certain angle. Et puis d'autre part parce qu'en fait nos ancêtres préhistoriques utilisaient des outils qu'ils façonnaient eux-mêmes. Ils avaient le circuit le plus court du monde. En fait, c'est même intéressant de voir que tous ces gestes premiers, donc tailler du silex, faire du feu en frottant 2 bouts de bois, faire ses habits avec du cuir ou des fibres qu'on trouve dans la nature, en fait, aujourd'hui, quand on parle d'autonomie dans le monde moderne, quand on parle d'efficacité, d'efficience, c'est plus un mot qu'on utilise en anglais, efficiency, on cherche les circuits courts, on cherche à dépenser le moins d'énergie possible. L'humain n'a jamais été aussi efficace qu'au paléolithique final. C'est-à-dire que si on regarde le ratio d'énergie dépensée pour faire perdurer une culture, on n'a jamais battu le record de l'homme du paléolithique, quoi. Depuis, on n'a fait que dépenser plus d'énergie pour le même résultat. Et on crée clairement des surplus. Donc tu me parlais de déséquilibre. Alors, donc moi, quand je me mets en posture d'homme préhistorique entre guillemets, et que je refais tous ces outils-là, je m'en rends bien compte que je dépense finalement bien peu d'énergie pour façonner tout depuis des choses les plus basiques, quoi. Je veux dire, je vais récolter mes cailloux pour taper dessus, pour faire des couteaux. Je veux dire, je suis à la base de l'objet. On peut pas reculer plus finalement. Donc, en partant de rien, aller vraiment dans la nature avec rien, réussir à façonner le peu d'outils dont on a besoin et s'apercevoir qu'on peut vivre comme ça, même en collectivité, parce que là, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais parfois seul, mais pas toujours. Après, quand on revient dans ce monde, finalement, on se dit, et c'est ça que j'aime en fait, c'est ce scindement que j'ai créé sans le vouloir au début, en fait, de vivre longtemps dans les bois avec juste les objets qu'on crée dans un quotidien sauvage. Tout d'un coup, ressauter à pieds joints dans le monde moderne, là on se dit, mais en fait, je comblais tous mes besoins d'humain dans la forêt. C'est-à-dire, pour peu que j'ai été avec d'autres personnes, j'avais la partie relationnelle, le rire est présent, je mange à ma faim, je dors, fondamentalement, mes besoins en tant qu'individu, dans une collectivité, ils sont remplis.
Donc quand tu reviens dans le monde moderne, tout d'un coup ça te frappe à la gueule, mais vraiment c'est une claque. Dire, attends, finalement on recherche rien d'autre dans le monde moderne, sauf que les chemins pour y arriver sont démultipliés par milliards en termes d'énergie. Honnêtement, si tu penses à l'énergie qu'il faut déployer pour récolter une racine dans la nature et la manger, le ratio énergétique, toi qui es nutritionniste en plus, tu dois avoir une image très claire de ce que je dis, ce même ratio énergétique en calories donné dans un grand magasin, dans la distribution, si tu inclus tout le circuit, c'est millions, voire milliards, folie, clairement. Donc voilà, quand ça t'arrive à la figure, il y a vraiment quelque chose pour moi de l'ordre de l'urgence de réveiller ce sauvage qu'on porte. Parce qu'en fait, je pense que si vraiment les gens se rendaient compte que aller vers la simplicité, c'est pas se défaire de choses, en fait, dans la notion de perdre, mais plutôt se rendre disponible à une autre façon d'arriver à se nourrir, pas que physiquement miam miam, mais à se nourrir aussi émotionnellement, spirituellement, peu importe les mots qu'on veut ensuite coller à ça. Ce qui fait de moi un être humain, quand on se rend compte que c'est peu de choses, et puis que finalement c'est le relationnel qui prévaut finalement. Les besoins nécessaires à... Voilà, j'ai 2-3 t-shirts, une veste, une paire de chaussures, 2-3 bouquins, ou alors des gens qui sont capables de me livrer des conversations aussi intéressantes, et on est bon en fait, il n'y a pas besoin de grand chose. Le reste c'est tout du relationnel, relationnel, que ce soit à nous en tant qu'humains, ou à l'autre au sens plus large, un arbre, un animal, les nuages, l'air. Et voilà, donc moi j'en suis devenu tellement conscient par la force des choses, et c'est au point où j'ai failli m'y perdre. Ça a failli être trop violent pour moi quelquefois. Il y a des fois où je dois, et d'ailleurs en fait les dernières fois, je dois me refaire le raisonnement. Ok, pourquoi je veux sortir de là moi déjà ? Parce que j'ai tout dans les bois. J'ai pas besoin de remplir de papier, d'impôts, de machin, de trucs. Bref, toutes les complications n'existent plus. Et puis alors tout d'un coup de vouloir retourner dans ce monde moderne, souvent j'ai un petit moment de désarroi quoi. Je me dis mais pourquoi je vais aller là-bas, ça va être tellement difficile. Je dois me refaire le petit cheminement de me dire non, je suis porteur d'un truc, je me fais un peu, comme tu disais, gardien de quelque chose. Et puis dans ce sens-là, j'arrive à retourner au monde moderne avec une force de partage. Et comment tu gardes le lien avec peut-être justement l'énergie que tu retrouves quand tu es dans les bois Comment tu gardes ce lien-là dans le monde moderne ? Déjà par quelque chose que moi j'appelle volontiers réensauvager son quotidien. Ou réenchanter aussi, c'est un mot qui est joli. De l'infiltration du sauvage. C'est-à-dire que, puis alors vous qui l'avez vécu en venant faire un stage avec nous dans les bois, et si on décidait tout d'un coup d'apposer à notre quotidien certaines choses qu'on a trouvées qui nous a nourris dans la nature, c'est-à-dire être plus spontané. Par exemple, dans la nature, on peut pas il n'y a pas beaucoup d'inertie. Ça veut dire que si on ne cherche pas au bon endroit, on ne va pas trouver de nourriture, par exemple. Tu n'as pas le luxe de faire quelque chose faux trop longtemps. Parce que tout de suite, tu en as la répercussion. Donc, on va dire que dans le monde sauvage, il y a une relation très directe aux choses qui te met tout de suite au diapason. Essayez d'avoir cette même... cette même écoute, cette même exigence, c'est le mot que je cherchais, dans le monde du quotidien. Parce que dans le monde du quotidien, pour le préciser, on peut ne pas faire juste pendant longtemps. C'est clair. Parce qu'en fait, on a le luxe de, par exemple, plutôt que de cultiver la relation humaine, de payer des services sans s'occuper de qu'est-ce qu'on va dégager à la personne. J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui a réussi à commander un billet de train à la SNCF en étant dans une conversation violente à son téléphone et sans dire quoi que ce soit à la personne qui le servait. Et je me suis dit, ça n'est possible que parce qu'il y a de l'argent en intermédiaire. Aucun humain aurait supporté sans l'idée de l'argent que quelqu'un vienne lui demander un service sans même lui parler. C'était hyper irrespectueux. Donc on voit bien qu'il y a de l'inertie dans notre société. Donc refuser cette inertie. Par exemple, déjà tout simplement, moi je vois que dans mes relations humaines, essayer d'être le plus près possible de ce qui me semble équilibré. C'est-à-dire si je sens un déséquilibre, j'en parle. Je vais aller vers les gens puis je vais leur dire mais j'ai senti qu'il y a un froid ou il y a quelque chose qui ne te convient pas. Qu'est-ce que tu as vécu ? J'ai peut-être pas compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut changer ? Dans ce rapport-là, moi j'y vois quelque chose de très sauvage parce que dans la nature, deux personnes qui collaborent pour vivre, si elles sont pas au clair sur leur relation, ça va être la gabegie totale tout de suite. On ne peut pas se cacher. Et puis ça, on peut le reporter à plein d'éléments du quotidien. Donc pour moi, réensauvager son quotidien, c'est déjà accepter une posture qui nous semble équilibrée. Après, c'est aussi se ressourcer là où on sent qu'il y a de l'énergie. Ça peut être auprès des humains, mais ça peut être auprès de
Moi j'aime bien aller chercher des petits coins de sauvages où ils sont spontanés. Par exemple, ça me donne beaucoup d'énergie. Alors je sais pas si c'est une énergie réelle ou si elle est juste de l'ordre d'un, comment dire, quelque chose qui m'est insufflé par l'esprit. Mais quand je vois par exemple des plantes sauvages sortir d'un mur improbable en plein milieu d'une ville, moi je m'arrête un instant, j'observe cette plante, puis je me dis waouh, une guerrière, tu vois, il y a quelque chose. Elle reprend le dessus. Voilà, et puis moi ça me donne une petite force, un petit peu comme un clin d'œil, tu vois. Je me dis ok, on est porteur du même élan, les deux on infiltre la ville pour être porteur du vivant, tu vois, un peu. Voilà, c'est plein de petites clés comme ça qui moi font que je peux. Alors, je sais pas si j'y arriverai à l'année, mais les temps que je passe dans des grandes villes, j'arrive à y être joyeux parce que je vois ça comme une jungle urbaine quelque part, dans laquelle on peut aussi avoir ces relations très directes aux choses, aux gens. Et un quotidien qu'on croyait connaître peut devenir un terrain de jeu infini, avec des choses insoupçonnées pour peu qu'on change quelques règles. C'est comme un grand laboratoire d'expérimentation humaine aussi, sociologique. Complètement, c'est ça. Et si, dans ce même ordre d'idées, on osait, parce que c'est finalement c'est question d'avoir l'audace, on avait l'audace d'avoir le même élan de rencontre avec le non-humain. Est-ce que c'est si fou que ça d'imaginer qu'on pourrait avoir le même élan improbable de relationnel avec ce qui nous entoure, c'est-à-dire avec une plante, avec un animal, avec la météo, avec peu importe ce qu'on veut mettre derrière. Et si, comme aujourd'hui on est en train de perdre la relation directe humaine parce qu'on a des éléments qui nous donnent le luxe de ne plus avoir à rentrer en lien tant que ça, imaginons que, je sais pas moi, supposons que 10 000 ans d'agriculture nous ait coupé d'un lien qui était évident avant et qu'on a eu le luxe de ne plus entretenir. Alors c'est pas si fou que ça tout d'un coup de se reposer cette question. Il y a un auteur, David Abraham, qui est anthropologue, qui parle de magie insoupçonnée quand on lit. Il dit finalement un livre, des petites taches noires sur un fond blanc sont capables d'éveiller en nous les émotions les plus profondes. Alors que c'est juste des petites taches sur un fond blanc. Et accepter de voir cette magie-là, parce que c'est un acte magique, franchement, quand on y réfléchit comme ça, alors ça devient plus aussi fou d'imaginer que le vent dans les feuilles d'un arbre puisse nous révéler des choses complètement insoupçonnées, pour peu qu'on veuille bien y prêter l'oreille. Mais ça demande sans doute un travail de disponibilité, et puis on est sans doute rouillé. Un indice peut-être qui nous reste de ce lien subtil à ce qui nous entoure, se trouve peut-être dans, et ça on le connaît tous, et on a tous au moins des souvenirs enfants, si c'est pas adulte, mais je pense même les adultes l'ont, c'est qu'on se souvient d'un lieu où on a passé un moment qui peut-être avait rien d'incroyable, ça peut être jouer à cache-cache, ça peut être avoir une conversation. En fond on se rappelle même pas de la conversation, mais on se rappelle de l'état dans lequel on était dans un lieu. Au pied d'un arbre, j'ai fait une sieste, j'étais dans un champ où il y avait je sais pas, tel ciel sous mes yeux. Et en fait, je pense que dans ces moments-là, on capte quelque chose d'un poil subtil qui échappe à notre rationalité et qui est la seule façon d'interpréter, de comprendre pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on était bien physiquement plutôt qu'à un autre endroit. Et les gens plus sensibles à ça vont carrément chercher ces lieux. Moi, je connais des gens qui vont être pénibles quasi pour trouver le bon endroit où on se sent bien. Ah oui, nous on est un peu comme ça voilà. parfois. Mais du coup, c'est ça. Moi, je pense que ça, c'est ce qui nous reste de ce lien-là. Et on peut l'entretenir, en fait. On peut le rendre, on peut l'assumer dans une posture de relation, quoi. Et finalement, c'est une posture toute simple. C'est rester vraiment au contact de l'essentiel et à l'écoute de soi et de ce qui nous entoure, tout simplement. Et là, un dialogue peut commencer aussi. Ouais, c'est ça. Ça m'amène en fait à ma dernière question, ou presque dernière question. Qu'est-ce que nous, à notre tour, on peut redonner à la nature pour entretenir ce lien avec elle, pour honorer tout ce qu'elle nous donne ? Ouais, c'est une très jolie question. C'est d'ailleurs une question que je demande souvent, pas toujours, mais souvent aux gens qui m'accompagnent. Je dis, voyez, la nature finalement nous a donné de façon gratuite, en tout cas on pourrait croire, tout. C'est-à-dire qu'on est dans une forêt, on n'a pas eu à payer le bois pour faire du feu, même pas pour le créer, on a appris ça. On n'a pas eu à payer la nourriture qu'on a pris, on n'a pas eu à payer les branches qu'on a coupées pour faire nos abris, etc. La liste est longue. L'abondance. Mais alors, qu'est-ce que nous apportons à cette nature ?
Et puis ça a un nom, un peu, qui n'est pas forcément le plus beau du monde, ou qui n'est pas le plus explicite du moins, c'est ce qu'on appelle le don contre don. C'est que ça aussi, c'est un principe du vivant. Quand on récolte une fraise sauvage dans la nature, pourquoi d'un point de vue très pragmatique, le fraisier, il s'est cassé le cul, j'avais pas d'autres termes, non, mais il s'est vraiment plié en quatre pour créer une fraise qui est donnée comme ça. Et ben c'est parce que quelque part dans cette fraise, il y a juste une promesse. C'est juste ça qui est donné, qui est une invitation, une promesse, qui est de dire si moi je te donne, fais la même chose derrière. Et ça c'est l'élan vital en fait. La vie c'est rien d'autre, c'est juste un élan. Et je pense que d'un point de vue, alors je sais que c'est pas un exemple concret, mais on peut le décliner en façon concrète. Mais je pense qu'avant tout on pouvait le poser comme ça, c'est de dire qu'en tant qu'humain, on peut décider de se faire porteur de cet élan-là ou pas. Voilà. On peut l'arrêter à nous, cumuler juste pour notre pomme l'élan vital, et puis rien à foutre des autres. Et quand je dis des autres, c'est que ce soit des arbres, des plantes ou des hommes. Ou alors on peut se faire porteur de cet élan. Et pour moi, cette posture-là, c'est la posture juste et pérenne et féconde. Qu'est-ce qu'il arriverait dans un monde où tout d'un coup était insufflé cet élan vital? Peut-être les choses changeraient doucement, même sans grande révolution. Tout à fait. Et moi je crois à cet élan de vitalité, cette petite plante sauvage qui pousse entre deux cailloux dans la jungle urbaine, en pleine rue pavée. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre sur cet élan-là? Voilà, moi je le vois comme ça. Et moi j'essaie de me faire porteur au quotidien de cette énergie, vraiment, sincèrement. Je pense pas y arriver toujours, mais en tout cas la posture est honnête, quoi. De se dire, est-ce que ce que je fais là, quelque part, nourrit. Et c'est pas quelque chose qu'il faut rendre trop rationnel non plus, parce qu'en fait à faire trop rationnel on fait des parcs naturels, et puis en fait on délimite des choses que la nature n'a jamais délimitées. Pour moi, alors je sais que ça va paraître peut-être un peu sévère, mais pour moi protéger la nature telle qu'on l'entend aujourd'hui n'est pas forcément porteur de cet élan vital, parce que tout d'un coup on se fait contrôlant, on veut contrôler la nature selon nos concepts à nous. Être porteur de cet élan, c'est plutôt c'est une danse beaucoup plus subtile, qui parfois échappe au rationnel. Oui, et qui se passe dans des toutes petites choses parfois. Je pense qu'on est vivant, dans toutes nos cellules sont programmées pour le vivant, et on est donc responsable du vivant qui est en nous. Et une fois qu'on a conscience de ça, je crois que notre responsabilité, effectivement, est de passer ce vivant le plus possible autour de nous pour que les gens reprennent conscience à plus grande échelle de ce que nous sommes, nature, quoi. C'est juste. Mais alors à ça, et ça c'est peut-être le truc ces temps qui me travaille pas mal, je t'avoue, juste avant qu'on se rencontre, c'est ce que j'avais en tête, c'est que pour passer pas mal de temps avec ces peuples premiers, ce que je crois remarquer d'eux, c'est qu'ils acceptent de se faire façonner par le vivant. C'est-à-dire qu'il y a moins de contrôle que nous. Alors souvent nous on interprète ça comme passivité, voire fatalisme. Et puis je me suis posé la question, moi, finalement ça donne quoi la tentative d'appliquer ça chez nous? Puis je me suis rendu compte que ça ne veut pas dire être passif face à ce qui nous arrive. Par exemple, chez les Indiens, alors je te donne juste cet exemple et je le trouve éloquent. Quand une maladie débarque, se faire façonner par le vivant, ça ne veut pas dire accepter que la moitié de ma population meure sans rien faire. Ils vont aller chercher des plantes, ils vont tenter de trouver une façon de soigner leurs individus. Mais la nuance, donc, elle n'est pas dans être passif, elle est plutôt que ce qu'ils acceptent. Ils le prennent comme une attaque. Exactement comme si un lion débarquait dans un village. On ne va pas rester comme ça planté à se faire bouffer par le lion. On va tenter. C'est une attaque, donc on répond de façon égale. La différence avec nous, c'est qu'eux n'auront jamais l'idée de vouloir supprimer cette maladie de la planète. Pour eux, elle est une expression du vivant aussi. Quand elle m'attaque, je la réattaque, mais c'est tout. Je rééquilibre ça par une attaque égale. Je ne vais pas chercher à passer cet équilibre-là de l'autre côté et tenter de l'éradiquer. Dans cette vision-là, ça voudrait dire que nos maladies contemporaines, on ne les verrait plus comme des ennemis absolus qu'il faut éradiquer, mais plutôt comme un ennemi qui, parce qu'il nous attaque, a quelque chose à nous apprendre, qu'on peut y répondre de façon égale, mais dont on ne chercherait pas à l'éradiquer. Voilà la nuance, tu vois. Avant qu'on conclue, est-ce que tu peux peut-être donner à tous les gens qui nous regardent 3 clés essentielles selon toi pour
reconnecter avec ce vivant, entretenir notre énergie vitale grâce au lien retrouvé avec la nature? Ouais, volontiers. Alors, le premier, est-ce que c'est la phase 1? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai une espèce de schéma dans la tête que je vais te dire sous forme d'anecdote. J'ai fait beaucoup de musique dans ma jeunesse, j'en fais toujours. J'ai pris des cours de basse. Et mon prof me disait un truc que j'ai toujours retenu. Il me parlait que de la basse, mais en fait ça s'applique pour tout. Il disait, quand tu te mets dans une posture d'exercice, c'est-à-dire si tu as compris que tu veux t'améliorer, on pourrait transposer ça à monsieur, madame, tout le monde qui décide dans son quotidien d'appliquer certains concepts, de mieux se nourrir, passer plus de temps en relation avec les gens qu'on aime, je sais pas, peu importe. Et quand on est en posture d'exercice, donc avec ma basse, je me disais, quand tu fais des gammes, alors tu regardes, tu fais attention de mettre tes doigts au bon endroit, tu regardes que tout soit fait au mieux, c'est-à-dire l'exercice, et le but c'est vraiment d'être le plus juste dans la gesture. Mais quand tu retournes jouer avec tes potes, en concert ou en répétition, tu t'occupes pas de ça. Tu commences pas à vouloir faire tes gammes pendant que tu joues avec tes amis parce que tu te couperais de la spontanéité du moment. Tu laisses ça de côté et tu fais confiance au fait que doucement, l'exercice va féconder, on va dire, s'infiltrer dans la chose plus spontanée. Moi, j'appellerais ça être une respiration. Et c'est finalement peut-être mon premier conseil. Il faut oser se laisser aller à ce qui est spontané. La deuxième, c'est peut-être ce qui me vient en tête, c'est la loi de l'équilibre. C'est-à-dire, si on est à l'écoute des équilibres, on va l'entendre naturellement. Notre corps nous dit, en fait, nous dit, il sait très bien nous parler pour peu qu'on veuille bien l'écouter, sur qu'est-ce qui est équilibré pour moi. Est-ce que c'est 4 heures de sommeil ou est-ce que c'est 8 heures? Et puis quand on arrive à comprendre ça, donnons de l'espace à ça, quoi. Osons nourrir l'équilibre plutôt que de maintenir le déséquilibre sous prétexte que... Super. Donc ça c'est peut-être la deuxième chose. Et puis la troisième, je vais l'appeler le réensauvagement, c'est ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire faire du quotidien, comment tu as dit, un terrain de jeu ou tu as utilisé un autre terme, un laboratoire d'expérimentation pour réinsuffler du sauvage dans notre quotidien. Et faire de chaque relation, qu'elle soit humaine ou non humaine, un instant privilégié. Merci beaucoup pour tous tes enseignements d'aujourd'hui et ta contribution surtout à notre réensauvagement, puisque ça nous permet, je crois, tous, en tout cas ça nous a permis pendant le stage, Céline et moi, et j'espère vous aussi qui nous regardez, de reconnecter à cette confiance profonde qu'on a naturellement en fait dans la vie et le vivant. Et je crois que ça c'est quelque chose dont tu es vraiment porteur. J'en suis honoré que ça soit perceptible. C'est vrai que pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante, quoi, d'être porteur de ça. Porteur et transmetteur, passeur. Ouais. Kim, tu as peut-être envie de aussi nous partager des choses qui te tiennent à cœur dans tes activités? Oui, alors sans rentrer dans le détail, parce que ma vie est plurielle, entre le Canada et l'Europe, et puis une année ne ressemble jamais à l'autre. Peut-être le plus... Alors la chose qui me plaît de partager pour l'instant, c'est un site qui s'appelle Jean des Bois. C'est un projet qui est organique, quoi. Va s'y greffer des gens qui travaillent avec moi ou nous travaillons ensemble, parce que ça ne tourne pas autour de moi, c'est quelque chose d'organique, c'est une tribu. Et donc il y a des activités qui sont proposées, des lectures, des rencontres, voilà, et gravite finalement autour de Jean des Bois un petit peu tout ce qui me semble chouette à partager avec des gens qui veulent bien s'arrêter sur le site. Donc et c'est là aussi on trouvera par ailleurs mon actualité, c'est-à-dire que si j'ai une actualité, c'est là que je la présente. Il y a tout un travail qui est fait avec les autochtones au Canada et qui donnera lieu à un livre qui sortira courant 2018, donc je n'ai pas encore de titre, mais voilà quelque chose sur lequel je me penche. Qu'est-ce que ces peuples racines ont à nous apprendre en fait? Cette rencontre inspirante a certainement réveillé en vous l'envie de reconnecter à votre nature, à la nature, au vivant qui est en nous et autour de nous. Alors, à votre tour, soyez cette étincelle et partagez cette vidéo avec les gens que vous aimez pour les aider à se réaliser pleinement. Et si vous avez envie aussi de tester un petit peu où en est votre niveau d'énergie vitale actuel, vous pouvez le faire sur notre site internet Je clique naturel en 10 questions gratuites. Il y a un petit lien sous cette vidéo qui vous y emmène directement, il suffit de cliquer dessus. En attendant une prochaine vidéo ou rencontre inspirante, je vous dis à bientôt naturellement. Ce sera un magnifique tracteur qui démarre.